Sophie Loubiard, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter brièvement auprès de nos adhérents? Brièvement, oui. Oui. Alors, j'ai été longtemps journaliste. Certaines personnes connaissent peut-être les émissions que j'avais sur France Inter ou la chronique que j'avais sur France Info consacrée à la littérature, à la musique, de films, au polar, au cinéma. J'ai eu la chance pendant 17 ans de travailler à Radio France et comme ça de me retrouver sur différentes antennes. Je suis une grande lectrice depuis l'enfance. J'ai fait des études littéraires et en même temps des études très axées sur l'art en général, que ce soit la peinture, que ce soit la danse, que ce soit le piano. Donc vraiment, j'ai baigné dans un milieu artistique très tôt. L'écriture n'est pas venue tout de suite. Elle est arrivée par le biais de fiction que j'ai commencé à écrire pour la radio. Mon premier prix, je l'ai en 95 comme meilleur auteur radio pour des petites nouvelles que je vais écrire pour Claude Chabrol. Et puis voilà, de fil en aiguille, un premier roman en 99 dans la collection Le Poulpe, étiqueté noir, assez rapidement. 2 romans un peu érotiques qui vont être publiés chez Ballant au début de l'ère 2000. Et depuis 2010, ma maison, c'est Fleuve Édition, la maison mythique de Frédéric Dard. Je manie donc une plume que je trempe dans du fait divers. Je vais aborder des histoires qui me tiennent à cœur, des sujets sur lesquels je suis très sensibilisée, que ce soit la famille, les violences faites aux femmes, mais plutôt les violences invisibles, c'est-à-dire le harcèlement moral, ces coups qu'on donne avec les mots, l'impact psychologique que cela entraîne parfois sur des générations, les non-dits, les secrets de famille, voilà, c'est un peu tout ça qui va nourrir mon univers de romancière. Comment êtes-vous venue au thriller? Je pense que je suis sensibilisée au côté policier par toutes mes lectures d'enfance, qui sont le Club des 5, Alice, je crois qu'Alice était détective de mémoire. J'adorais ces séries télé, que ce soit Amicalement Vôtre, Les Mystères de l'Ouest. C'était fascinant pour moi ces histoires d'énigmes à résoudre et pas forcément des meurtres. Et puis très vite, j'étais fascinée par le cinéma noir des années 30-40, parce que je regardais beaucoup le ciné-club à la télévision. Et en cachette d'ailleurs de mes parents. J'ai découvert comme ça des cycles de Fritz Lang, des films vraiment qui étaient très impressionnants pour moi visuellement, donc l'expressionnisme allemand. Enfin, je me suis vraiment nourrie très tôt de toutes ces lectures, de tous ces films, et puis des livres que mes parents ont mis entre mes mains. Mon père m'a fait découvrir Dashiell Hammett, donc la littérature hard-boiled du début du XXe siècle. Et franchement, je crois que je me suis retrouvée dans ces personnages, peut-être aussi parce que ma mère était éducatrice et que tous les jours, elle revenait à la maison avec des histoires concernant des enfants en difficulté, des familles, des histoires de familles très complexes, très violentes. Et j'ai vraiment été aux premières loges de ce qu'est la société aujourd'hui, ce que sont les vrais drames au quotidien. Donc en mélangeant tout ça, toute cette fantaisie, tout ce qui me fascinait au cinéma, à la télévision, dans les livres, et les histoires au quotidien, le réel, eh bien, je pense que c'est comme ça que ma plume s'est très vite noircie. Par rapport à votre roman de cendres et de larmes, pouvez-vous nous parler de la genèse des personnages? Alors les personnages ne sont pas ce qui a amené le livre. L'histoire de Cendres et de larmes, dont le décor est le cimetière de Bercy, rue de Charenton, que peu de gens connaissent, même les Parisiens, à part ceux éventuellement qui habitent vraiment dans ce secteur. C'est mon fils qui m'a fait découvrir ce cimetière par le plus grand des hasards. Il revient de colonie de vacances il y a 3 ans et il me dit « Maman, je me suis fait une petite copine, est-ce que tu veux bien m'emmener chez elle ?» Bien sûr, mon chéri, donne-moi l'adresse. Je rentre l'adresse dans le GPS. Et arrivé sur site, je lui dis « Mais tu es sûr que c'est là ?» Je dis « Parce que c'est un cimetière. » Et il me dit « Oui, elle habite dans le cimetière. »
Et là, effectivement, je découvre ce lieu très particulier, ce petit cimetière qui ressemble un peu à un jardin du curé. En fait, il n'y a pas beaucoup de sépultures. En revanche, il y a de très jolies petites chapelles. Et la maison du conservateur du cimetière a cette particularité d'être à l'intérieur. Et toutes les fenêtres donnent sur les tombes. Ce qui fait que le soir, le papa, littéralement, enferme sa famille avec les morts. À partir de 18h, plus rien ne se passe, plus rien ne bouge. J'ai trouvé ce décor fascinant. Et à partir de là, puisque j'ai pu rencontrer, grâce à mon fils, eh bien, la jeune fille, les parents, j'ai pu discuter avec eux, échanger autour de cette vie au quotidien, si proche du deuil, que très vite, les choses se sont imbriquées dans ma tête. J'avais évidemment en mémoire une référence cinématographique qui est celle de Shining, avec un gardien qui se retrouve dans un lieu comme ça, hors du monde, enfermé. Un gardien qui, très vite, sous l'influence du lieu, de ce qu'il ressent, de ce qu'il respire entre ces murs, va soudain se mettre à créer quelque chose. Et de cette œuvre, peut-être, va venir le danger. Et puis j'avais en tête un fait divers effroyable, sur lequel j'avais du mal à me positionner. Je ne savais pas trop comment l'aborder dans un roman. Et pour moi, ce fait divers était très intéressant. Il s'agit d'un infanticide, d'une rare violence et commis par quelqu'un dont on ne s'attend absolument pas à ce type de réaction. Et voilà, en quelques jours, quelques semaines de réflexion, les pièces du puzzle se sont imbriquées. Et les personnages, à ce moment-là, sont arrivés. Alors, on ne va pas dévoiler tous les secrets d'écriture de Cendres et de larmes, mais j'ai noté que le roman était construit sur des oppositions. Et comment vous est venue cette idée? Alors, les oppositions, c'est effectivement... c'est la topographie. Souvent, mes romans sont extrêmement liés au lieu, au décor. Donc, on a ce petit cimetière, on va imaginer une espèce de petit carré. À l'intérieur, donc c'est le deuil, c'est la mort. À l'extérieur, c'est la vie. C'est là que travaille Madeleine, qui elle est sapeur-pompier. Donc, Madeleine, elle est tournée vers la vie, puisqu'elle est chargée de sauver le vivant. Et Christian, le conservateur du cimetière, son mari, lui, est tourné vers la mort. Et très vite, on va s'apercevoir que ces oppositions ne sont pas du tout celles qu'on imagine. En fait, quand on est conservateur, on est surtout confronté aux vivants dans la douleur, à des personnes qui sont démunies devant la situation auquel elles doivent faire face. C'est d'ailleurs ce qui a été notre cas. Pendant la pandémie, jamais on a autant parlé des cimetières, jamais il y a eu autant de personnes auxquelles il a fallu trouver une sépulture, sachant que la plupart des cimetières urbains sont totalement full. Donc c'était intéressant pour moi d'aborder ce côté technique de façon morbide. Évidemment, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. À un moment, la mort, il faut la regarder en face. Et la regarder en face, c'est déjà savoir ce qui se passe au niveau de la gestion d'une concession dans un cimetière. Donc on est vraiment tourné vers le concret, vers le vivant, et non pas vers la mort. En revanche, Madeleine, elle, les feux pour lesquels on l'appelle sont essentiellement des feux de détresse. C'est-à-dire des personnes qui, au quotidien, sont sur un fil, proches du basculement. Le suicide, le coup de trop sur le visage, une femme qui ne voit pas du tout venir l'enfant qu'elle porte en elle, des cas d'urgence, et qui souvent sont vraiment à la limite de la mort. Et puis évidemment des homicides ou des situations encore plus violentes. Donc finalement, en travaillant sur cet ouvrage, je me suis aperçue que ce blanc et ce noir ne l'étaient pas tel qu'on l'imaginait, que la vie était plutôt à l'intérieur de ce cimetière. Et la lumière vient des enfants. La lumière vient de la petite Anna, 5 ans, qui elle, comme moi quand j'étais petite, et comme beaucoup de personnes, je crois, ont trouvé ça sympa, les cimetières. Quand on est enfant, c'est calme, c'est joli, il y a des jolies fleurs, des fleurs en céramique. C'est esthétiquement très beau et très apaisant. Et pour un enfant, c'est un jardin de jeu. Donc pour Anna, c'est un lieu de lumière, un lieu d'invention et d'imagination. Pour Elliot, son frère qui a 11 ans,
qui est un peu pétochard, c'est un lieu effroyable parce que c'est là que son imagination galopante va lui faire imaginer les pires fantômes. Pour lui, c'est Scooby-Doo tous les soirs à la maison, quoi. Et puis il y a le grand Michael qui, lui, est un ado. Donc ça veut dire réseaux sociaux, ça veut dire vidéo, ça veut dire terrain de chasse aux fantômes. Donc voilà, la vie, elle est là, dans ce cimetière. Et dehors, effectivement, le danger est symbolisé par le début du roman, c'est-à-dire l'incendie de Notre-Dame, qui pour moi a toujours symbolisé ce tocsin qu'on sonne avant les grandes pestes, les grandes pandémies, les grandes catastrophes. Et franchement, depuis l'incendie de Notre-Dame, ça n'a pas arrêté. Tout nous est tombé sur la figure. Dans votre roman, peut-on dire que la maison est un personnage à part entière? On peut le dire. On peut le dire. On peut le dire, oui, absolument, puisque elle est, comme toutes les maisons de mes romans, comme dans L'Enfant au caillou, elle est à l'image des personnages. C'est qu'au début, elle est pleine de lumière, il fait bon vivre, elle est même rafraîchissante, parce qu'il déménage à quelque temps de la canicule. Donc c'est un endroit où on est bien. Les enfants ont enfin chacun leur chambre. Alors qu'avant, ils habitaient dans un appartement où on les faisait rentrer à 5 au chausse-pied. Et avec l'automne, avec aussi la façon dont les enfants vont appréhender ce lieu, comment culturellement être le fils, entre guillemets, du croque-mort, c'est plus ou moins difficile à assumer, eh bien cette maison va devenir désagréable, il y a des odeurs, il y a un peu de moisissure, les plombs qui sautent, on s'aperçoit que finalement elle n'est pas si agréable que ça, cette maison. Et elle est peut-être aussi à l'image de ce qui se passe dans la tête de Christian. Christian qui, au départ, était enthousiaste, ce papa poule jardinier municipal du 12e, qui soudain se dit, voilà, je vais m'occuper d'un cimetière, je vais venir en aide aux gens, et puis je vais avoir du temps pour faire de la peinture. Bah, très vite, la peinture, elle n'est pas si joyeuse que ça. Cette peinture, elle est très particulière. Et elle commence sur les tableaux, on commence à voir apparaître les stigmates qui sont les mêmes que ceux que portent les murs de la maison. Ne pensez-vous pas que l'originalité de l'histoire repose sur l'intégration de fragments de vie de vos personnages, comme une forme de marqueterie littéraire? J'aime bien l'idée de la marqueterie, parce qu'il y a ce côté minutieux, travaillé, lissé, peaufiné. Et en fait, c'est ce que je fais, c'est que 100 fois, je remets mon ouvrage en question par énormément de documentation, parce que je veux croire à mes personnages. Si je n'y crois pas, si je n'ai pas un maximum d'informations sur eux, comment est-ce que le lecteur peut y croire? J'aurais vraiment l'impression de me moquer de lui. Et moi, en tant que lectrice, j'aime pas qu'on se moque de moi. Je le vois tout de suite quand l'auteur n'a pas bossé. Donc voilà, je travaille avec beaucoup de documentation à l'appui. Mes personnages sont souvent fabriqués à partir de personnages réels. Donc comme ça, c'est comme des poupées russes, hein. Au milieu, il y a un personnage dont je me suis inspirée, que j'ai interviewé. Et puis après, je vais chercher un acteur ou une actrice, des références cinématographiques pour pouvoir les dépeindre, les décrire. Et cette façon d'imbriquer chaque pièce au fur et à mesure est d'autant plus perceptible dans ce roman parce que c'est un roman choral. Donc un roman choral, c'est un roman qui est raconté du point de vue de chacun des personnages. Donc là, en l'occurrence, on a Christian, Madeleine, Anna, Elliot, Michael, et puis un personnage, une femme, une jeune fille qu'on va voir apparaître dans le roman et dont la présence dans le roman va se justifier au fur et à mesure qu'on tournera les pages. Quelque part, on peut dire que vous êtes en quelque sorte l'Émile Gallé du thriller. Oui, ça c'est très gentil, l'Émile Gallé du thriller, ça me plaît bien. Ça vous plaît bien? Oui, parce que voilà, on partage les origines lorraines et puis moi, je suis admirative de son œuvre, de son imagination, de ce qu'il a réussi à faire. Et c'est des objets qui aujourd'hui, pour moi, sont emblématiques non seulement d'une époque de l'art nouveau, mais surtout de la créativité débordante de quelqu'un de la région. De son humanisme aussi. Oui, il était tourné, et puis il était aussi beaucoup tourné sur la nature. C'est d'ailleurs la base
de l'art nouveau, c'est-à-dire qu'on va aussi travailler sur la base de volutes qui ressemblent à des pétales de fleurs, des cambrures de fougères, et parfois même qu'on pourrait confondre avec des griffes ou des pattes d'animaux. Donc c'est vraiment... et puis il y a ce côté contemplatif, moi j'aime ça énormément. J'aurai les dernières questions pour conclure. Est-ce que vous vous identifiez à l'un de vos personnages et lequel? Je pense que tous les romanciers vous répondront qu'on ne s'identifie pas à un personnage, mais à tous les personnages. On s'incarne en chacun des personnages, y compris le chien, s'il y a un chien, ou le chat. Pourquoi? Parce que si on ne se met pas à l'intérieur des personnages, on ne peut pas ressentir de façon précise leurs émotions. Il se trouve que j'ai fait aussi beaucoup de théâtre et que, en tant que comédienne, j'ai pu incarner des personnages burlesques comme des personnages âgés ou très jeunes ou naïfs, et que ça me permet de jouer de toutes ces palettes. La chance qu'a l'écrivaine par rapport à l'actrice, c'est qu'elle peut incarner aussi bien donc un animal, un vieil homme, un type qui ressemble à Brad Pitt, qu'un horrible tueur en série. Et donc c'est assez jouissif en tant qu'auteur de pouvoir se placer comme ça du point de vue de chacun des personnages. Donc je suis Christian, mais je suis aussi Madeleine, je suis bien sûr Anna, je suis Michael, et je suis peut-être aussi cette jeune fille qu'on va découvrir à un moment dans le roman. Eh bien, Sophie Lumière, Place des Arts vous remercie pour cette interview. Et c'est moi qui vous remercie. Et vous donne rendez-vous le 24 novembre au ministère des Finances à Bercy. Avec grand plaisir.